c'est l'image vraiment typique de l'homme africain. Donc, l'homme africain, il n'abandonne pas. L'homme africain, il est persévérant, il est courageux. C'est ce qui fait aussi la réussite de la diaspora africaine, parce que la diaspora africaine, il est tenace. C'est pour ça que je voulais rendre ce hommage à la diaspora africaine, à faire comprendre au monde que la diaspora africaine est tellement forte que vous ne pouvez pas comprendre. Ils ont cette force-là en eux. Et cette gêne-là, c'est ce qui fait qu'ils réussissent toujours, quelles que soient les circonstances. La diaspora réussit toujours. C'est ça aussi, j'ai voulu vraiment mettre devant et vous essayer Alors de faire d'habitude, comprendre. lorsqu'on suit les séries télévisées ou même les longs métrages, on regarde un peu les magazines, les journaux, bon voilà, les productions TV. On a toujours présenté le noir, hein, il faut dire la vérité, ou même les étudiants noirs ou les travailleurs, ceux qui ont réussi. Généralement, on montre toujours le côté négatif de l'homme noir, c'est-à-dire ceux qui peinent à réussir ou ceux qui ont échoué. Ici, dans votre ouvrage, vous avez dit ou vous avez voulu rendre hommage à la diaspora africaine et donc l'histoire de ceux qui ont réussi. C'est ce que j'ai semblé comprendre. Des jeunes Africains qui ont réussi à l'extérieur, c'est ça? Oui, effectivement. Donc, ça montre aussi l'image aussi d'une manière explicite, d'une manière vraiment réelle. Donc, ce sont des réalités palpables. C'est pas tellement que dans une façon dans une façon d'étouffer la réussite des jeunes Africains, mais c'est une façon de montrer de manière vraiment plausible que la réussite, elle est possible. Oui, Donc, alors est-ce qu'on peut nous parler maintenant d'une petite histoire? Est-ce que vous-même, vous pouvez nous parler de l'histoire que vous peignez dans votre ouvrage? Victor, qui est-il? Il est né où? Comment est-ce qu'il a grandi? Quelques séquences de sa vie pour qu'on comprenne un peu de quoi vous parlez concrètement. Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Teller TV. Bienvenue dans ce tout autre numéro de Droit de savoir qui porte sur la culture. Nous allons parler d'un ouvrage, Les Aventures de Victor, un livre de Arnold Kalland actuellement à Ankara en Turquie. C'est notre invité, l'invité de Droit de savoir. Bonjour Arnold. bonjour. Merci beaucoup pour Merci, l'invitation. merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, Les Aventures de Victor, le livre est structuré en 10 chapitres, c'est bien cela, avec en toile de fond la diaspora africaine. D'abord, dans un premier temps, pourquoi avoir choisi donc la diaspora africaine et non la jeunesse africaine? Oui, j'ai choisi la diaspora africaine, premièrement d'abord parce que la diaspora, c'est d'abord l'espoir du continent. C'est que la majorité des gens ne comprennent pas, c'est l'espoir du continent. Et deuxièmement, la diaspora africaine a quelque chose de très important, de puissant à porter au continent. Que nous voulions ou pas, la diaspora, c'est la main-d'œuvre vraiment de l'Afrique. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi la diaspora africaine, j'ai choisi la jeunesse africaine. Voilà. Et donc, vous voulez nous dire que la diaspora, c'est la force qui va ou qui fera que l'Afrique se démarque, c'est bien cela? Oui, effectivement. Quand on voit bien dans l'histoire, la plupart des pays qui se développent, même on voit l'Inde, on voit la Chine, c'est cette diaspora qui, qui fait en sorte que ces pays puissent se développer. Donc, la diaspora africaine a tout intérêt à aussi apporter vraiment un plus. Donc, Alors, voilà. lorsque vous parlez de l'histoire de la diaspora africaine, parce que c'est quand même pluriel, hein, la Oui, diaspora africaine, l'Afrique, c'est pas un pays comme on a oui, tendance à nous le faire croire dans les sommets où on parle Chine-Afrique, France-Afrique, Russie-Afrique, Amérique-Afrique. On a l'impression que l'Afrique, c'est un pays, alors que c'est beaucoup de pays, quand même plus d'une cinquantaine de pays. C'est pluriel. Et vous parlez de la diaspora africaine. En fait, ce sont des histoires inspirées de la réalité ou c'est une fiction? non, non, c'est pas une fiction, c'est vraiment une histoire qui est tirée de la réalité, qui montre le parcours de la diaspora africaine, quel que soit son pays d'origine, et vraiment, ça montre vraiment le fait et les réalités vraiment de la diaspora africaine en dehors du continent.
De Donc, quelle c'est réalité pas. parlez-vous concrètement? Parce que ici, Donc, bon, je sais que comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, la diaspora africaine, c'est quand même pluriel, là. C'est beaucoup d'États d'abord en Afrique et beaucoup de cultures en plus. Et lorsque vous parlez de la diaspora, à quoi faites-vous allusion concrètement? Vous parlez de cette diaspora estudiantine, diaspora travailleuse ou diaspora? De quelle diaspora vous parlez? je parle de la donc la diaspora, la diaspora qui vont étudier. D'abord, c'est ça d'abord le poumon, le mot qui fait entrer beaucoup d'argent dans des pays étrangers. Quand on voit bien les universités, c'est comme un bon business pour tous les pays, je pense, les pays développés. Ils misent sur les étudiants parce qu'ils savent qu'ils bénéficient beaucoup d'argent derrière les étudiants. Donc, je parle de cette diaspora-là qui est contrainte à beaucoup dégrader d'abord du côté langue, du côté culture et du côté aussi infrastructure et ce choc-là. Et je parle vraiment, j'ai mis en lumière ces difficultés-là des diasporas, des jeunes diasporas africaines qui remontent régulièrement dans leur vie, pendant leur cursus. D'accord. Pour l'intérêt de nos téléspectateurs, je vais me faire le devoir de lire le résumé de votre ouvrage. Entre un père qui court les femmes et une mère qui peine à subvenir aux besoins de leur famille nombreuse, Victor n'a pas une enfance facile, mais le garçon est doué pour les études et, dès l'adolescence, il se démêle pour soutenir sa mère. Puis vient l'âge adulte, l'université chinoise, la maladie, les problèmes d'argent et les brimades. Malgré tout, jamais Victor ne renonce, il continue à se battre, bien décidé à réussir sa vie. Très intéressant. C'est l'image vraiment typique de l'homme africain. Donc, l'homme africain, il n'abandonne pas. L'homme africain, il est persévérant, il est courageux. C'est ce qui fait aussi la réussite de la diaspora africaine, parce que la diaspora africaine, il est tenace. C'est pour ça que je voulais rendre ce hommage à la diaspora africaine, à faire comprendre au monde que la diaspora africaine est tellement forte que vous ne pouvez pas comprendre. Ils ont cette force-là en eux. Et cette gêne-là, c'est ce qui fait qu'ils réussissent toujours, quelles que soient les circonstances. La diaspora réussit toujours. C'est ça aussi, j'ai voulu vraiment mettre devant et vous essayer Alors de faire d'habitude, comprendre. lorsqu'on suit les séries télévisées ou même les longs métrages, on regarde un peu les magazines, les journaux, bon voilà, les productions TV. On a toujours présenté le noir, hein, il faut dire la vérité, ou même les étudiants noirs ou les travailleurs, ceux qui ont réussi. Généralement, on montre toujours le côté négatif de l'homme noir, c'est-à-dire ceux qui peinent à réussir ou ceux qui ont échoué. Ici, dans votre ouvrage, vous avez dit ou vous avez voulu rendre hommage à la diaspora africaine et donc l'histoire de ceux qui ont réussi. C'est ce que j'ai semblé comprendre. Des jeunes Africains qui ont réussi à l'extérieur, c'est ça? Oui, effectivement. Donc, ça montre aussi l'image aussi d'une manière explicite, d'une manière vraiment réelle. Donc, ce sont des réalités palpables. C'est pas tellement que dans une façon dans une façon d'étouffer la réussite des jeunes Africains, mais c'est une façon de montrer de manière vraiment plausible que la réussite, elle est possible. Oui, Donc, alors est-ce qu'on peut nous parler maintenant d'une petite histoire? Est-ce que vous-même, vous pouvez nous parler de l'histoire que vous peignez dans votre ouvrage? Victor, qui est-il? Il est né où? Comment est-ce qu'il a grandi? Quelques séquences de sa vie pour qu'on comprenne un peu de quoi vous parlez concrètement. oui, Victor, c'est un garçon qui est vraiment tendancieux. Il est né au cœur de l'Afrique. Quand on parle de cœur de l'Afrique, on voit le Congo-Kinshasa, dans le cœur de l'Afrique. Alors, il est né dans une famille qui est une famille chrétienne catholique. Alors, dans une famille nombreuse, bien sûr, qui ont cette tradition-là de, d'avoir plusieurs enfants. C'est quelque chose de très bénéfique aussi. C'est bien, c'est pas mauvais Donc du tout. un jeune qui a une vie tout à fait difficile, mais qui veut absolument réussir. Oui, C'est ça. effectivement. Et effectivement, c'est difficile dans le sens où le jeune a du talent, même côté intellectuel, du talent. Donc, c'est fait que cette soif de réussite-là, malgré la conjoncture qu'il est né avec, il est dans une famille qui est quand même des intellectuels. Sa maman a étudié, son père a étudié, ça dit que c'est une famille qui est quand même stable. Alors, Mais lui, oui, mais lui, oui. Victor, lui, son objectif était plus se développer, tu vois, un peu, et puis exploser ses talents et se savoir-faire. Et ce qui faisait un peu cette frustration-là au sein de sa famille. Tu vois, un peu, quand, dans, on, toujours, quand l'enfant,
on sent qu'il est très intelligent, il a quelque chose de positif et il est toujours un peu coincé là. Donc, c'est ça la réalité africaine, un peu, c'est un peu de ça. Alors, dans votre livre, vous avez fait état de l'université chinoise. Je ne pense pas que ce soit un hasard. C'est quelque chose Oui. qui a été bien sélectionné, qui doit être illustratif d'ailleurs. Pourquoi avoir choisi l'université chinoise et Effectivement, non les autres universités occidentales, par exemple, ou oui, américaines? Vous parlez plutôt d'une université chinoise. Alors effectivement, qu'en Chine, nous savons, pardon, vous allez répondre à ma Mhm. question. En Chine, nous savons, et je me rappelle encore, hein, ça ne date pas de très longtemps, on a suivi des scènes où les Africains étaient vraiment en difficulté en Chine. Oui, l'université chinoise, je pense qu'il y a une façon il y a deux façons de communiquer. Les Chinois communiquent d'une manière différente. Il y a comme façon d'abord leurs universités et leur qualité d'enseignement. C'est que j'ai mis en avant parce que côté formation, euh, qu'on se cache pas quand même, les Chinois forment, ils forment de manière efficace. Et je sais de quoi je parle. Merci Et de puis nous apprendre. l'autre image de communication qu'ils ont en train qu'ils ont mis dernièrement, les Africains en difficulté. Je pense leur président et je pense ils sont réunis, ils ont dit clairement qu'attention, ils ont compris dans les enjeux. Actuellement, il y a un peu plus, c'est calme actuellement parce ils ont compris que l'homme africain a tellement quelque chose de très important à apporter à la Chine et vice-versa. C'est pour cela que maintenant, actuellement, c'est un peu plus calme, serein. Donc, c'est une façon de montrer l'image très positive aussi côté formation, côté qualité formative et côté discipline aussi. Ce côté-là, les Chinois sont forts, ça c'est vrai, je suis conscient de ça. Et aussi côté de manière communication aussi, et ce niveau-là, je pense que leur gouvernement essaie de faire un effort pour essayer un peu d'éteindre le feu. Et je pense que leurs présidents, ils ont compris qu'ils n'ont pas droit à l'erreur sans Alors ça. donc vous êtes en train de nous dire que le regard de la Chine en général, sinon des Chinois, envers l'Afrique a changé ou envers les Africains a changé parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a connu mais vraiment des moments très difficiles pour les Africains qui étudiaient en Chine. Mais puisque vous nous rassurez que les choses ont changé, on peut vous croire donc sur parole. Alors, les étudiants dont vous faites état ici qui réussissent en Occident, disons à l'extérieur, que ce soit en Asie, donc en Chine, que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada. Après, il y a un problème qui se pose. Vous les encouragez à rentrer chez eux. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais après, il se pose un problème. Est-ce que ces étudiants ne vous remontent pas les difficultés qu'ils rencontrent, par exemple, pourquoi ils optent finalement à rester en Occident que de repartir chez eux parce que finalement il y aurait un problème soit d'adaptation, il y a un déphasage tout de même hein, de la vie réelle de ce qu'on vit en Occident. Et même quand on a terminé avec ses études, rentrer au pays, on veut bien, mais est-ce qu'il y a des structures d'accueil, par exemple, pour ces jeunes qui terminent leurs études en Europe? Est-ce que vous n'avez pas ce souci-là, ce problème-là? Oui, effectivement, je ressens aussi des étudiants qui me disent certaines réalités et je parle longuement avec des jeunes qui ont étudié, qui ont fini. Je parle vraiment avec eux, ils me disent des réalités. Donc, ils expliquent aussi côté de l'adaptation, ils ont un peu des difficultés pour s'adapter, surtout en Afrique. Donc, sur ce plan-là, on essaie d'organiser, voir comment est-ce on peut voir si on peut vraiment le mettre dans le bain d'abord, le préparer psychologiquement d'abord. C'est quelque chose c'est un travail psychologique, il faut le préparer psychologiquement. Et puis, deuxièmement aussi, et faire en sorte que les accompagner aussi pour qu'ils ne puissent pas être frustrés au niveau du continent. Alors, sur ce plan-là, nous avons quand même des groupes qui s'organisent petit à petit. On s'organise sur des groupes pour essayer d'inculquer là, cette stratégie-là, comment arriver sur le terrain, comment faire des choses pour que vous ne puissiez pas être frustré aussi, pour que vous ne puissiez pas être désorienté aussi par l'objectif en question que vous êtes venu. Tout ça, nous mettons une structure petit à petit et je pense que nous installons ça. Et je pense que Oui, c'est mais parce ça, que je non? vous pose cette question, Arnold, parce que simplement nos pays, et je vais prendre le cas très Ouais. précis du Congo-Brazzaville comme le Congo-Kinshasa, d'où vous êtes originaire d'ailleurs, il y a tout de même un problème politique, c'est-à-dire il n'y a pas une volonté politique d'accompagner les jeunes qui partent apprendre à l'extérieur et qui rentrent chez eux pour évidemment mettre à disposition de leur pays ce qu'ils ont appris à l'extérieur. Généralement, les politiques ne suivent pas
ils ont parfois ce problème. Il n'y a pas d'emploi, non pas parce que, bon, il n'y a pas assez d'argent, mais nos pays ont quand même l'argent. Mais curieusement, lorsque les jeunes rentrent, bien, ils viennent retrouver les pays tels qu'ils les avaient laissés. Il n'y a rien, rien. Les structures n'ont pas évolué et les politiques n'accompagnent pas. Oui, effectivement, c'est une réalité qui fait froid au dos, mais c'est une réalité qu'il faut vraiment résoudre ça. J'essaie aussi de mettre aussi en avant qu'on puisse être des acteurs et pas des spectateurs, ouais, un peu, qu'on puisse être des acteurs du continent. Et c'est ce plan-là qu'on essaie maintenant d'encourager plus de jeunes au niveau de l'entrepreneuriat. Et je pense aussi, on essaie de les orienter aussi côté de groupes, des individus, de groupes de gens qui sont déjà calés à ça, des groupes de diaspora qui maîtrisent bien l'entrepreneuriat et pour essayer d'encadrer les autres en fait qu'on puisse avoir ces réunions-là. Moi, je pense qu'on essaie d'inculquer de manière qu'ils ne puissent pas être des observateurs, ils puissent être des acteurs. Parce que le politicien, c'est vrai, certes, ils sont dans leur confort, bien sûr, mais pas suivre leur confort, bien sûr. Nous, Oui, mais on les est là comme acteurs des chez nous acteurs. en Afrique, pardon Arnold, les acteurs en Mm. Afrique, c'est souvent des politiques. Chez nous, c'est la politique qui fait le reste, alors qu'ailleurs, c'est bien l'économie qui chapeaute. Mais or, en Afrique, dans nos pays, à nous, c'est d'abord la politique, et c'est la politique qui en sorte la Et locomotive. effectivement, c'est là où j'ai fait appel aussi à cette immense capacité de la diaspora. Voilà, on peut infiltrer, tout en infiltrant, en créant un autre réseau et en créant des actions sur place. Et nous sommes en train de travailler sur ça et on essaie de vraiment d'inculquer les jeunes à ça. Donc, qu'on ne puisse pas attendre vraiment des politiciens. Parce que eux, s'il faut attendre d'eux, on restera plus de 50 ans, 100 ans, les choses ne vont pas marcher du tout. Alors, c'est ça notre rôle aussi. On essaie d'inculquer ça et on essaie aussi de travailler dessus de manière très coulisse, discrètement aussi, parce que c'est important la discrétion aussi. Ils n'aiment pas aussi trop. Quand on fait des choses de manière, ça devient explosif et là, vous créez des bâtons de roue. Je suis au courant de ce qui se passe en Afrique et je suis au courant de la façon comme les gens, là, les aînés réfléchissent. Je suis très au courant de ça. On crée une stratégie de manière très silencieuse et puis on s'infiltre de manière très silencieuse pour qu'on puisse davantage exploser et créer des choses très positives pour qu'ils puissent être surpris, quoi, parce que c'est ça vraiment notre rôle en tant que diaspora. Donc, nous avons cette facilité-là, nous avons cette stratégie-là aussi, comme on a beaucoup vécu à l'extérieur, et aussi, on n'a pas cette frustration-là d'affronter des choses, des vraies choses, quoi. Je pense que c'est ça, c'est qu'on est d'inculquer petit à petit aux jeunes qui terminent, et aussi à d'autres jeunes que nous parlons de manière discrète avec eux. Dans ce sens. Parce que vous pensez que depuis que vous avez commencé à prêcher cette vision, il y a une adhésion de la jeunesse, de la Oui, diaspora? effectivement, oui, il y a une adhésion. Et c'est que surtout même au niveau je prends exemple, même au niveau je parle avec des jeunes de Burkina Faso, des diasporas, ils me disent des choses vraiment, vraiment bien et on essaie de travailler dessus. Et il y a d'autres diasporas qui sont déjà sur place là-bas et on essaie de mettre des stratégies. Et je parle avec beaucoup de jeunes. C'est pas seulement de Burkina Faso, il y a d'autres aussi de Madagascar, de Kinshasa. On essaie de créer une structure de sorte que on puisse davantage pousser ça de manière très silencieuse. La meilleure façon d'avancer, c'est de manière très silencieuse et plus surprendre les gens. C'est plus mieux de surprendre facilement que de faire de bruit. Là, vos idées seront compromis. C'est pour ça qu'on essaie de travailler de manière très silencieuse. De ce sens-là. Alors, dans votre livre, tout à l'heure, quand j'ai lu l'extrait, j'ai noté quelques éléments, notamment famille nombreuse, Oui. la maladie, les brimades, un père qui court après les femmes. Est-ce que c'est une manière de décrire l'Afrique, des mots qui minent l'Afrique? C'est pas question de décrire l'Afrique de manière que je décris ça. C'est une manière de communication, c'est une manière juste d'accord. En principe, la famille nombreuse, c'est très bien parce qu'actuellement, Sinon, actuellement, pour justifier le pourquoi est-ce que les jeunes sont obligés de quitter le pays pour aller apprendre ailleurs, c'est ça. oui, effectivement, c'est une façon de faire comprendre aux gens que c'est important d'aller apprendre ailleurs et révéler ces cerveaux-là pour apporter un plus. C'est pas dans le sens de dénigrer l'Afrique. Moi, je suis pas vraiment dans ce sens-là parce que d'abord, je suis africain, mais aussi, je suis avec des jeunes africains, je parle avec des Africains. Beaucoup de frères africains, donc, ça sert à rien de dénigrer, dénigrer les Africains, on voit un peu. C'est une façon de communication, c'est la com, mais en réalité, l'Afrique est tellement riche, riche dans le sens
des valeurs, il y a des chances, comme la famille nombreuse, c'est important. Actuellement l'Europe, très peu de femmes même au monde, ce qui fait que il devient très faible côté natalité. Ce qui fait que l'Afrique, de ce côté-là, c'est une question de cerveau. Et moi, je vois la famille nombreuse, je vois le cerveau des gens. Je ne vois pas que la bouche. Voilà, c'est une façon d'expliquer aux gens que ce sont nos cerveaux, là, qu'on a besoin de ce cerveau-là. C'est pas question de voir seulement la famille, mais je vois le cerveau derrière ces familles nombreuses-là. On peut l'utiliser très facilement, utiliser de manière très technique et intelligente, et afin qu'on puisse faire des bonnes choses en Afrique. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas une façon de dénigrer Alors, l'Afrique. lorsqu'on lit, évidemment, lorsqu'on lit votre livre, Les aventures de Victor, et si en fait vous mettez un accent sur le retour des jeunes hein, qui vont Oui, apprendre à l'extérieur, en fait votre souhait serait que ces jeunes rentrent en Afrique pour aller évidemment servir leur pays après avoir acquis une certaine expérience bien sûr de la vie ailleurs. Et quelle lecture avez-vous finalement aujourd'hui de ce que, voilà, il y a un thème, j'allais dire, il y a un sujet qui fait parler beaucoup plus maintenant, c'est l'immigration, hein, oui. surtout en Europe. Je parle ici de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, pourquoi pas, voilà, la Belgique. De plus en plus, on parle de l'immigration, surtout les subsahariens, qui ne sont plus, je peux peut-être me tromper, je peux exagérer, mais je crois que c'est ce que moi j'ai cru comprendre, qui ne sont plus les bienvenus en Occident. Est-ce qu'on peut penser que votre ouvrage à vous, c'est aussi dans le sens d'aider cette diaspora à commencer à réfléchir, à penser Afrique, pourquoi pas évidemment rentrer et puis voilà, pour mettre terme évidemment aussi à cette forme d'immigration. Oui, 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 effectivement, effectivement. C'est une façon aussi de donner un coup de pouce, surtout aux Africains aussi, et à leur faire comprendre aussi, quel que soit le degré de diplôme que tu auras, tu ne seras pas toujours à l'aise à l'extérieur. Donc, c'est un message clé aussi, de manière aussi importante aussi. Je pense que l'immigration, le mot immigration, là, je pense que c'est juste la communication. Ils utilisent très mal ces mots-là. Je pense peut-être que c'est juste pour, d'une manière, on a ras le bol. Mais en réalité, il y a d'autres choses qui se cachent dessus. Donc, si on voit la réalité en face, on se rend compte que c'est juste la communication qu'ils sont en train de mettre dans la tête des gens. En réalité, il y a des choses, des sous-bassements, des vérités que je suis au courant de ça. Je peux même m'exposer ici, ça risque de créer des problèmes, mais je suis au courant de ces réalités-là. Ce qui fait qu'ils se trompent parce qu'ils disent que l'immigration, ça devient embêtant pour eux. Et alors il faut juste réfléchir autrement et voir comment est-ce on peut aussi fermer les robinets d'une manière. Il y a plusieurs façons de fermer les robinets qui puissent se rendre compte que leur langage de communication pour mentir, manipuler des gens, ça ne sert à rien du tout. Si vous demandez à la diaspora qui est allée étudier donc ces Africains, si c'est comme ça qu'il faut comprendre ça, les Africains qui sont allés apprendre ou étudier à l'extérieur, en Occident, aux États-Unis, en Amérique ou en Asie, vous leur demandez de rentrer chez eux. Je voulais tout de même avoir votre avis sur ces jeunes qui n'ont peut-être pas assez les moyens ou assez de moyens pour aller comme les autres étudier, mais qui empruntent des voies détournées, des voies où on sait tout le monde qu'ils sont en train de périr. Hein. Je veux parler ici de la Méditerranée. Je crois que vous suivez ce qui se passe. Quel serait donc quelle lecture faites-vous d'abord de ce phénomène et quels conseils leur donnerez-vous? La lecture d'abord, vraiment, c'est, je pense, il y a pas une bonne politique. Il n'y a pas une bonne politique d'immigration et aussi il n'y a pas une bonne politique de relations internationales, par exemple. La majorité des pays africains n'ont pas de bonnes relations diplomatiques, des relations vraies. C'est-à-dire que les relations, c'est-à-dire que les relations que touche un enfant de l'Afrique, tu as telle répercussion. Voilà un peu ce genre de niveau de relation-là. Et ce qui fait que l'Africain se sent abandonné. Et aussi, le point aussi, c'est au niveau juste diplomatique aussi, au niveau de parler, donc, parce qu'on n'a pas aussi des diplomates. Ce qui fait le défaut d'Afrique, on n'a pas de bons diplomates. Si on avait des bons diplomates, je pense que les jeunes Africains ne devaient pas se retrouver au niveau de noyer là-bas, au niveau de Méditerranée. Donc, moi, je pense que c'est une question d'abord, une question politique à résoudre. Ça, c'est facile à résoudre. C'est une question de volonté, parce qu'on n'a pas cette volonté-là. C'est le problème aussi avec nos aînés. Ils n'ont pas cette volonté vraiment de résoudre ce problème. Et puis, deuxièmement aussi, il y a aussi
il y a aussi le niveau aussi, côté niveau aussi d'encadrement. Il n'y a pas un encadrement adéquat pour faciliter ces déplacements de manière légale, de manière normale. Enfin, un peu ne pas. Donc, c'est comme si les Africains se sont délaissés. C'est comme s'ils n'ont pas des papas, hein, n'ont pas des mamans. Voilà un peu. Donc, c'est quelque chose qui fait mal et c'est pas tellement encouragé, bien sûr, mais ça fait très mal. Mais il faut pas aussi blâmer, il faut pas se blâmer ces jeunes-là aussi. Il faut pas aussi les blâmer. Parce que il y a ces circonstances qui arrivent. C'est pas question qu'ils veulent par leur propre volonté. Voilà un peu. Donc, il y a des circonstances qui frustrent les gens en Afrique et ce qui fait que ça crée ces situations-là. Moi, je pense que, bon, j'ai pas des conseils à les donner. Je pense que c'est juste question que si c'est moi, nos aînés, nos aînés prennent la chose au sérieux et essaient de travailler plus en amont. Travailler plus en amont et je pense que ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Ça va diminuer, bien sûr. S'arrêter, non, mais ça va quand même diminuer très sensiblement. Bon. Donc, c'est juste ça. Alors, on va donc terminer par cette dernière question, puisqu'évidemment, ici, vous présentez Victor comme quelqu'un de très endurant, ce jeune très Ouais. endurant, qui a cette volonté de réussir. En fait, pour Victor, il faut coûte que coûte réussir, quelles que soient les conditions. Qu'est-ce que vous appelez par réussir, en fait? Comment comprendre ça avec vous? C'est quoi la réussite? C'est-à-dire avoir fait des études en Europe pour réussir, ou bien comment vous expliquez ça? Bon, la réussite, je pense, la réussite d'abord, c'est quelque chose de sacré, la réussite. Moi, je pense que la réussite, c'est pas tellement si vous faites des études à l'extérieur que vous allez réussir. Vous pouvez faire des études sur votre continent, vous réussissez aussi. Donc, moi, je pense que la réussite, d'abord, je sacralise ça dans le sens que je peux dire aussi que les parents aussi, ils ont aussi apporté un plus dans le sens que cette endurance, cette persévérance-là. C'est ça, j'ai mis en avant cette éducation très stable des jeunes Africains, ce qui fait qu'ils réussissent dans toutes les circonstances. La réussite, là, tout appris, c'est dans le sens positif du terme, pas le sens de faire n'importe quoi pour réussir, dans le sens que de comprendre et d'assimiler ces difficultés-là et puis les surmonter facilement. Donc, j'ai mis en avant aussi les parents africains par leur façon d'éduquer, une éducation traditionnelle qui rend jeune Victor endurant et persévérant et aussi efficace dans tout ce qu'il faut au niveau de la sport. Donc c'est aussi un coup de chapeau aux parents africains qui font des efforts énormes que beaucoup de jeunes ne voient pas. Et j'essaie de parler aux jeunes sur ce point-là. Et c'est aussi une façon de mettre aussi en avant aussi nos parents et dire merci à nos parents. Donc, c'est ça. Donc, c'est une manière un peu philosophique de parler, c'est certes, mais c'est un message clé aussi que j'ai lancé aussi à jeunesse aussi aux gens. Donc, c'est ça. Alors, c'est une bonne manière pour vous de dire que finalement, si les enfants, j'allais dire, les jeunes Africains sont soutenus, s'ils ont de l'aide, j'allais dire, Oui, si, voilà, et qu'ils peuvent aussi réussir. Sinon, parce que ici, évidemment, comme j'ai dit, le jeune Victor apparemment est fasciné par la réussite et malgré oui, toutes ces difficultés qui l'entourent, eh ben, il a un seul objectif, c'est de réussir. Ah, donc, il faut peut-être un message à l'endroit aussi de nos régimes qui gouvernent nos pays pour dire qu'il faut aussi réserver sinon une bonne place, la politique, pour nos jeunesses à nous, afin d'éviter qu'ils aillent, par exemple, mourir, comme on a dit tout à l'heure, dans la Méditerranée. Ces jeunes sont capables de réussir s'ils ont le soutien voilà, de nos gouvernements, par exemple. oui, effectivement, c'est un message juste, je voulais juste dire sincèrement aux aînés qui puissent juste être conscients avec les enjeux actuels qui se passent réellement. L'Afrique est le continent le plus jeune. On doit vraiment essayer un peu de bien réfléchir sur ça. Je ne sais pas quel genre de conseils ils sont dans leur bureau, quel type de gens ils parlent avec eux. C'est ça le point avec nos aînés aussi. Ils doivent comprendre les enjeux. Ils doivent vraiment mettre le paquet à la jeunesse et je pense organiser les choses autrement. Et pas les amener dans la distraction, dans des choses de futilité, mais les encadrer dans des choses très utiles. Je pense qu'avec ça, je pense que l'Afrique sera de plus en plus très fort, je pense. Donc, c'est juste ça. C'est une question de volonté et une question d'amour aussi. Parce aussi, qu'on fait pas l'amour, qu'on n'a pas l'amour dans tout ce qu'on fait, c'est tellement compliqué et tellement étrange. On voit que c'est difficile, mais dès qu'on met juste l'amour, et je pense que tout ira bien. Donc, c'est juste ça. Donc, nos aînés puissent être vraiment, vraiment conscients des enjeux et puissent aimer aussi
la jeunesse et aimer l'Afrique et aimer leur pays. C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Merci. Voilà. Alors, c'est juste question de volonté et d'amour pour évidemment garantir à l'Afrique une réussite. Je rappelle que votre ouvrage est intitulé Les aventures de Victor. C'est bien cela qui est déjà presque sur le marché, c'est ce que vous nous avez dit. Effectivement, c'est Et sur le marché. on peut aussi, on peut commander le livre en ligne, c'est ça? Oui, effectivement, en ligne, il y a le format papier. Amazon, c'est Amazon qui vend ça sur le marché. C'est Amazon qui a pris l'espace mondial Amazon. Et au niveau de France, il y a Jet d'encre qui est mon éditeur papier. Vous pouvez aussi acheter chez eux. Et il y a Amazon qui a pris la version audio. C'est Audible France qui gère ça aussi, la version audio podcast pour essayer d'écouter l'histoire aussi. On a mis ce moyen aussi pour les gens aussi qui ne voient pas. Hein, les aveugles et puissent écouter facilement aussi les contenus. Et alors, et la version papier audio, et même au niveau de Londres aussi, il y a aussi Amazon UK qui a pris ça. Et je pense que ce sont des endroits où vous pouvez facilement voir ça, facilement à un prix abordable. Et c'est ça. Merci, c'est la fin de cette émission, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis, comme d'habitude, dans le cas où vous avez oublié, bien entendu. Je vous rappelle simplement de cliquer sur le petit pouce en l'air, juste en bas de cette vidéo, de partager massivement cette émission et de nous dire ce que vous pensez de ce que nous avons dit au cours de cette émission. On se retrouve très prochainement, mais d'ici là, prenez vraiment soin de vous, car chaque jour est une vie. Merci.